Je voudrais remercier l'honorable Nyambo Kakou. Merci beaucoup, monsieur le candidat. Malheureusement, quand on a été élu, c'est là qu'on retient, mais quand on a été quand même candidat, c'est très fort. Je voulais remercier pour tout ce que tu as pu dire. Je pense que ce sont des mots forts pour notre patrie. Et ton discours assez dense aura eu le mérite de comporter, de faire un peu l'historique de notre nation et de présenter de façon panoramique, mais en tout cas résumer l'essentiel de notre patrie, qui est complexe, qui est plurielle et qui est unie. Je voudrais vraiment te dire merci. Merci, merci, merci. Et vous avez donc vu un peu, avant d'analyser le discours de M. Ouattara, je voudrais juste dire que la FIDOP, la Fondation ivoirienne pour l'observation et la surveillance des droits de l'homme et de la vie politique, a accepté d'inviter spécialement l'honorable, parce que lorsque nous avons échangé, le projet est un projet, j'allais dire, hautement humanitaire. C'est quelqu'un qui dit, je suis prêt à me sacrifier pour que mon pays ait la paix. Et souvent, quand les personnes font la grève de la faim, on invite les militants des droits de l'homme. Parce que monsieur fait la grève de la faim, il exprime quelque chose de fort. Il faut que ses droits soient respectés. Il faut qu'on veille sur sa santé et tout cela. Et donc, quelqu'un qui dit, je me donne en sacrifice pour ma patrie, il n'a pas dit, je prends les armes, nous le soutenons et nous vous soutiendrons jusqu'au bout. Je voudrais, soit dit en passant, saluer la présence de deux personnalités avec qui j'ai l'honneur d'être membre de la vice-présidence de la grande coalition de l'opposition de Côte d'Ivoire. Je veux parler de EDS, Ensemble pour la démocratie et la souveraineté, qui est une grande coalition au sein de laquelle se trouvent des partis politiques de l'opposition, mais aussi des organisations de la société civile et des personnalités. J'ai la chance et l'honneur d'être un des membres de cette structure-là, mais il y a aussi des membres qui ont été présentés ici, en l'occurrence le président Christian Vabé, président du RPCI-AC, le président Pascal Lopo, qui sont membres de la grande coalition. Mais nous sommes trois vice-présidents de cette structure-là qui sommes exilés. Je suis le 5e vice-président et il y a celui qui vient juste avant moi, le 4e vice-président, qui m'a fait l'honneur et l'amitié d'arriver maintenant. Je voudrais qu'on salue. Lui, il a été ministre de la Côte d'Ivoire. Il a eu cet honneur de travailler avec le président Laurent Gbagbo. Et chaque fois que je lui dis que j'organise quelque chose, quel que soit le jour, comme un jour ouvrable aujourd'hui, il prend de son temps pour venir. C'est un aîné. J'ai beaucoup d'admiration pour lui et je sais qu'il m'aime beaucoup. Le ministre Kaye Iri. Avant nous deux, dans l'ordre des vice-présidents, c'est le 3e vice-président. Aujourd'hui, comme c'est une personnalité très impliquée quand même dans les affaires ici en France, et même en dehors de la France, malheureusement, il n'a pas pu faire, il est là, j'ai parlé avec lui hier, et il m'a dit, docteur, tu sais que je suis toujours avec toi chaque fois que... Parce que nous travaillons désormais ensemble. Quand un d'entre nous organise quelque chose, on est obligé d'être à ses côtés. Donc il m'a prévenu qu'aujourd'hui, spécialement, c'est pas trop sûr qu'il viendrait me faire la surprise, mais il m'a envoyé son vice-président de sa structure. Je veux qu'on salue, même s'il n'est pas présent physiquement, le président Stéphane Kipré. Mesdames et messieurs, juste après, il y a quelques responsables qui vont dire quelques mots, parce que c'est un jour exceptionnel, on n'a pas toujours l'occasion de nous retrouver autour sur un pupitre. Et donc, je m'en vais, avec votre permission, dire 5 mots sur le discours de M. Ouattara, chef de l'État de Côte d'Ivoire, hier. Je fais toujours cette parenthèse, en m'excusant auprès des uns et des autres. J'ai du mal à dire président de la République. J'ai toujours du mal, et je le lui dis toujours gentiment, parce que depuis la crise de 2010, la Constitution a été violée. Et il s'est installé de force. C'est vrai que le Conseil constitutionnel est revenu le 6 mai 2011 pour le rétablir président, mais quand j'ai regardé l'arrêt
du Conseil constitutionnel, il a dit, dans l'article 3, donc premièrement au nom de Citra, je déclare M. Alassane Ouattara président de la République de Côte d'Ivoire. Sauf qu'il n'a pas dit que c'est lui qui a gagné l'élection de 2010. Or, dans le premier arrêt, pour M. Laurent Gbagbo, quand il avait fini de faire toutes les visées, il avait dit vainqueur de l'élection avec tel pourcentage. Donc, président de la République. Or, dans le cas de M. Ouattara, avec le retour du Conseil constitutionnel, qui était d'abord exilé, il a dit qu'il le proclame. Donc, c'est comme si, en un bon Dieu, il vient dans cette salle, il dit quelque chose, je te proclame. Et d'ailleurs, dans les visées, il avait dit, compte tenu de ce qu'il y a eu des morts, compte tenu de ce qu'il y a eu trop de troubles, en fin de compte, je te proclame président de la République. Mais tu ne me dis pas, moi, citoyen, si c'est lui qui a gagné l'élection par rapport à M. Laurent Gbagbo. Problème. Problème. Donc, ça fait que je suis... Et vous allez me dire, oui, mais en 2015, il y a eu une autre élection. Oui, mais n'oubliez pas qu'on a continué en dehors de la Constitution. On a violé la Constitution, on a continué sur du faux. Et pire, en 2015 encore, pour le déclarer candidat, puisque nous tous on sait qu'il est inéligible, selon la Constitution de Côte d'Ivoire, le président du Conseil constitutionnel est venu dire qu'il est candidat dérivé. Dérivé. Bon. Ça veut dire que, en fait, dérivé par rapport, le Conseil constitutionnel ne prend pas de risques. Il dit, comme on l'avait déjà validé en 2010, moi, je continue là-dessus. Donc, je le dérive. De façon dérivée, il est candidat. Donc, d'un point de vue juridique, j'ai un problème avec la République. Et d'ailleurs, il a changé la constitution du pays sans l'adhésion de toute la nation. Tout ça, c'est problématique. Donc, j'ai fait cette parenthèse pour dire pourquoi est-ce que j'ai du mal à l'appeler président de la République. Mais de fait, il est chef de l'État. Ce que le chef de l'État a prononcé hier, le 6 mai, lundi 6 mai, pardon, 6 août, autant pour moi. Le lundi 6 août, il a prononcé un discours. Voici les 5 points d'analyse que j'ai fait. Je n'ai pas dormi. C'est vrai que je suis arrivé hier de Washington. J'étais très fatigué, mais je n'ai pas dormi. Le premier point, c'est que le discours du 6 août de M. Ouattara aura été son premier et peut-être son dernier discours d'homme d'État. Je considère ce discours comme le seul en 10 ans, mais même pas le seul en 10 ans, c'est-à-dire depuis 1988, où le président Houphouët nous le révèle, jusqu'à aujourd'hui en 2018. Ça fait 30 ans que cette personnalité est au cœur de la situation sociopolitique de la Côte d'Ivoire. En 30 ans, c'est le seul discours d'homme d'État que je lui reconnaisse. Le seul. Le seul. Discours d'homme d'État, parce que pour une fois, il a dit qu'il a écouté son peuple. Pour une fois, il dit qu'il a écouté son peuple. Et ça m'amène au deuxième point. S'il a écouté son peuple, un observateur avisé, vous voyez que, en disant, je vous ai entendu, moi qui suis ivoirien, je ressens un peu de mépris et de l'insulte. Pourquoi? Mais ça fait 10 ans que les Ivoiriens crient. Depuis que le président Laurent Gbagbo a été enlevé le 11 avril 2011, ça fait bientôt 10 ans que les Ivoiriens crient. Allez-y au Ghana, au Togo, au Bénin, nos compatriotes meurent, nos étudiantes se vendent pour vivre. Et partout, on ne fait que le crier. Le président n'a pas entendu. Il n'entendait pas. Merci. Et, excusez-moi, mais le cynisme politique et le machiavélisme politique ont été au rendez-vous lorsque, une fois en public, le chef de l'État a osé dire: vous dites que M. Assou-Adou est en prison? M. Assou-Adou, il a été ministre. Il est membre fondateur du FPI de Laurent Gbagbo. Il est revenu du Ghana d'exil. On l'a pris, on l'a mis en prison. Le chef de l'État dit qu'il ne savait pas. Et hier, il a prononcé le nom de ce monsieur. C'est ce que j'appelle le cynisme. Si, en tant que chef de l'État, tu n'entendais pas
c'est que ce n'est pas aujourd'hui que tu nous entends. C'est pour ça que je parle de cynisme. Et je parle de machiavélisme. Parce que ce n'est pas parce qu'on fait de la politique qu'on fait semblant. Tu le vois souffrir, mais tu feignes de le voir. Ce n'est pas bien. Il y en a qui disent, mieux vaut tard que jamais. Peut-être. Et moi, je n'applaudirais pas. Je n'applaudis pas. Parce qu'il aurait pu le faire depuis. On aurait épargné des vies humaines. On aurait épargné des vies humaines. Je connais des exilés qui sont morts. Je connais des personnalités dont les comptes ont été gelés. Qui sont morts au Ghana. Qui sont morts en Israël. Je connais des Ivoiriens qu'on a emprisonnés simplement parce que sur leur t-shirt, il y avait Laurent Gbagbo. Ils sont morts. Donc ça veut dire que le discours d'aujourd'hui, là, il aurait pu le faire il y a 5 ans. Il aurait pu le faire il y a 7 ans. Peut-être même que monsieur le ministre, on ne serait même pas en exil. Parce qu'en réalité, on aurait besoin d'être en exil. Le monsieur vient, il constate la catastrophe. La circonstance dans laquelle il est venu au pouvoir. Mais dès l'instant où le président Laurent Gbagbo a été pris avec son épouse, tu peux dire, bon, la situation est telle. Mais maintenant, il me faut réconcilier les Ivoiriens. Il a attendu 7 ans. Il a attendu 7 ans pour prendre une ordonnance. C'est-à-dire, et c'est mon 3e point d'analyse, c'est-à-dire sa seule signature. Regardez combien il agit comme un monarque. Sa seule signature donne de la joie. Comme sa seule signature peut tuer. C'est une humaine. Sa seule signature. Une seule signature pour libérer des gens qui meurent en prison. Une seule signature. Est-ce que humainement c'est possible? C'est-à-dire que tu as de l'argent et puis quelqu'un souffre. Il faut ta signature sur un petit chèque de 50 000 francs pour sauver des vies humaines. Une seule signature. Quand je voyais cela hier, j'ai dit, oh là là, il se délecte, il est heureux. Ça veut dire qu'en un seul jour, il a libéré 800 personnes. Parfois injustement emprisonnées. Mais il aurait pu le faire il y a longtemps. Il aurait pu le faire il y a longtemps. Mon discours est un peu à l'opposé de celui de l'honorable, parce que l'honorable était un homme politique, il était quand même déjà député. Moi, je suis un acteur de la société civile. Donc, j'ai un discours tout à fait tranché. Très tranché. J'en veux aux politiques. Quand tu peux sauver une vie, il faut la sauver maintenant. Il ne faut pas attendre 5 ans. Je prie Dieu que la première dame ait la bonne santé. Je prie Dieu. Parce que le jeune Samba David qu'on nous a libéré hier, il est pratiquement en lambeaux. La prison fait partie des institutions, si vous voulez, de l'État. Mais quand quelqu'un rentre en prison et qu'il sort en lambeaux, ou que parfois on le libère, quand on sait qu'il n'est pas à 2 pas de mourir, c'est dramatique. Prions pour la première dame, Simone Babou, qu'elle soit en vie pendant longtemps. J'ai évoqué le 3e point, il me reste 2 derniers points, j'en aurai fini. Merci. Merci. Dans le 4e point, j'ai effleuré un peu, j'ai dit, mais pourquoi maintenant? Parce qu'il faut regarder un peu la situation, ceux qui suivent l'actualité ivoirienne. Est-ce que vous pensez que M. Ouattara le fait par générosité ou par magnanimsme? Non. Nous, on est dedans, on le sait. Nous, on est dedans, nous le savons. Ça fait 7 ans que nous battons le pavé, à courir partout, aller à la haie. Là, bientôt, nous repartons encore à la haie, le 30 septembre, pour aller sur le procès à la Cour pénale internationale. Pourquoi maintenant? Mais maintenant, parce que M. Ouattara sait qu'il n'a plus le choix. Parce que c'est ça qu'il faut dire aussi aux gens. Quand ces partisans disent, ouh, le Prado, le grand chef. Non, le grand chef là, nous l'avons vaincu. Le grand chef là, la résistance l'a vaincu. Le grand chef là, les souverainistes l'ont vaincu. Nous l'avons vaincu. Et c'est pour cela que je voudrais dire à tous les Ivoiriens qui se sont dressés de prendre cette victoire-là comme la leur propre. Parce que quand hier, j'ai échangé avec des amis à Abidjan, c'était la joie de dire félicitations à nous tous. Parce que ceux qui ont péri, ils sont morts dans le combat, mais nous avons tenu. Parce que nous, on ne baissera jamais la culotte devant qui que ce soit. Jamais. Et d'ailleurs, en venant en exil, c'était un défi. Braver la souffrance, abandonner notre carrière universitaire,
abandonner nos familles. Mais pourquoi? Parce qu'il y a eu une injustice internationale contre notre nation. On ne peut pas l'accepter. J'ai écrit 5 livres sur la crise de mon pays. Parce que si on ne se levait pas, demain ils allaient tronquer l'histoire de notre pays. Pour dire que M. Laurent Gbagbo était un dictateur, un criminel. Moi je suis ivoirien, je ne suis pas FBI, je ne suis pas de son ethnie, mais j'aime la justice. Si ce monsieur est à la haie, M. Ouattara aurait dû être à la haie. Voilà ce que j'ai toujours dit. Dans tous les médias du monde entier. Qu'est-ce que M. Sarkozy a fait pour trancher cette crise-là de cette manière-là et envoyer le jeune Blé Goudé à la haie pendant que Soro Guillaume s'en va jusqu'au Canada. Et là, récemment, quand les compatriotes étaient bloqués au Canada, parce que le Canada voulait considérer la FESI comme une organisation terroriste, il le sait sur Koutremé-Trémé. Le professeur Baloubi et moi, on le sait. En tant qu'universitaire, lui qui était secrétaire général de l'université, on était obligé, parce qu'on ne peut pas se rendre au Canada, on n'a pas le temps, on a dû faire des contributions. Si vous considérez la FESI comme une organisation terroriste, mais pourquoi vous recevez M. Guillaume Soro, qui a été le terroriste des terroristes? Pourquoi? C'est contradictoire. C'est paradoxal. On ne peut pas l'accepter. Dans cette crise-là, ceux qui pensent que nous avons perdu notre temps, c'est eux qui ont perdu leur temps. Parce qu'une nation se bâtit sur des valeurs. On ne peut pas prendre des rebelles et puis les mettre au sommet de l'État. Et puis des fils de la nation qui ont étudié Cravache, l'air dans la nature. Parce que les politiques ont voulu cela. Et puis aujourd'hui, je vais danser. Parce que M. Ouattara, agissant comme un monarque, accepte de prendre, même pas des graciers, une loi d'amnistie. Quelque chose qu'il aurait pu faire depuis longtemps. Et le discours que je tiens, M. Ouattara, je le tiendrai pour n'importe qui gouverne notre pays. Le président Laurent Gbagbo, je l'aime parce qu'il me connaît pour cela. Quand il était président, je le critiquais. Une nation, quand on la dirige, c'est avec des valeurs. Vous dirigez la nation comme si la nation vous appartenait. C'est pas M. Ouattara qui nous nourrit. Et la nation ne lui appartient pas. Il est de passage. Il faut qu'il le sache. Quand je dis cela, moi je considère que s'il l'a fait aujourd'hui, c'est parce qu'il sait qu'il n'a pas le choix. En la vérité, c'est cela. Au-delà des opposants principaux que sont les partisans du président Laurent Gbagbo, la masse des opposants à Ouattara s'est élargie. Hier, il y avait le clan de M. Guillaume Soro, qui était donc le bras armé de M. Ouattara, qui a dirigé la rébellion. Ces partisans se sont détachés et se rebellaient contre M. Ouattara. Du coup, ils nous ont rejoints. Dans la plupart des vidéos qu'ils font aujourd'hui, ils soutiennent un peu les pro-Gbagbo, comme on les appelle. Mais c'est comme si cela ne suffisait pas. Il y a le PDCI-RDA de M. Henri Konan Bédié, qui aujourd'hui se rebelle contre M. Ouattara, son allié de tous les jours. Ce monsieur qu'il appelait toujours mon grand frère, mon grand frère. Du coup, M. Ouattara se trouve isolé. Et pire, au plan international. D'abord, il y a les Nations Unies qui avaient déjà pris une résolution contre lui, s'agissant de la commission électorale indépendante. Et pire, l'Union africaine, avec la Cour africaine des droits de l'homme et de justice, a pris un arrêt pour dire que la commission électorale indépendante, elle n'est pas conforme aux normes internationales, M. Ouattara. Et pire, l'Union européenne a sorti un arrêt récemment pour dire économiquement, tous les chiffres que vous donnez sont faux. M. Ouattara est isolé, et au plan international, et au plan national. Il n'a pas le choix. C'est pour cela qu'il fait ça. Je tenais à le dire. Oui, on les a libérés. Oui, on peut chambrer notre champagne. Mais devant lui, on ne le dira pas, parce qu'il aurait pu le faire depuis longtemps. On ne lui donnera pas ce plaisir-là. Il nous a fait souffrir pour rien. Parce qu'on souffre pour rien en réalité. C'est notre pays. Quelle est cette crise-là qu'on ne peut pas régler? Les grands hommes, ce sont ceux qui sont capables de prendre la hauteur. On lui a dit ça plusieurs fois, de prendre une loi d'amnistie. On n'aurait pas mis en exil. Même Laurent Gbagbo ne serait pas parti. Et c'est mon dernier point sur cette question-là. Il lui reste, le discours était limité. Ce discours de M. Ouattara hier était limité. C'est-à-dire que s'agissant du cas de Laurent Gbagbo par exemple, le chef de l'État peut dire un mot sur son prédécesseur, quand même, dire que c'est regrettable que le président Laurent Gbagbo soit à la haie. D'ailleurs, la haie n'a même pas condamné le président Laurent Gbagbo. Mais M. Ouattara l'a condamné aussi à 20 ans. Pourquoi hier il n'a pas levé aussi cette condamnation absurde? Parce qu'il a peur. Il a eu peur que quand la CPI le relâche, il ne puisse pas se présenter même en Côte d'Ivoire. Donc on disait condamné à Côte d'Ivoire à 20 ans. Qu'est-ce qu'il a dit hier sur le président Laurent Gbagbo? Rien. Juste était chef de l'État. Que j'aurais dit, symboliquement, la Côte d'Ivoire prend une décision d'annuler toutes les charges, toutes les poursuites contre le président Laurent Gbagbo. Autrement dit, c'est comme si nous retirions notre plainte à la CPI. Quitte à la CPI de vouloir continuer ou pas, parce que ça se fait, même quand tu réussis ta plainte, le procureur peut continuer sa poursuite. Mais au moins symboliquement, tu as pris un acte pour dire la Côte d'Ivoire retire sa plainte. Ça aurait marqué un coup. Mieux, juste était chef de l'État.
J'aurais pu dire, au nom de la réconciliation, une délégation gouvernementale va rendre visite au président Laurent Gbagbo à La Haye. Voilà comment un chef d'État qui pense à la réconciliation aurait fait. Voilà comment il aurait fait. Mesdames et messieurs, dans tous les cas, et ça va être ma conclusion, M. Ouattara a fait sa part. Mais nous qui sommes dans cette salle, pour la plupart, qui connaissons le dossier, le président Laurent Gbagbo va sortir. Il va sortir. Et c'est ça le drame. Il va sortir. L'occasion était belle, M. Ouattara, au moins d'être un peu dans le coup. Il n'a pas su profiter de l'occasion. Parce qu'il va sortir. Parce que quand il sort, ça mélange les cartes. Le problème, c'est que ça mélange les cartes. C'est pas qu'il va venir nous armer pour non. Il n'a jamais voulu les armes. Il n'a jamais voulu la violence. Il est là-bas même récemment, il a dit à Mme Brogrébé, allez leur dire que la vengeance ne sera jamais de mon camp. Donc nous, c'est pas ça qui nous intéresse. Mais sa sortie va changer les cartes. Et je parle sous le regard du docteur Katalae, dont le mentor est Jean-Pierre Bemba est sorti de prison. Mais ça change les cartes. Mais ça change les cartes. Qui peut oser dire même qu'il n'est pas éligible? Qui peut oser? Ça change les cartes. Je voudrais, chers amis, je ne veux pas avoir la prétention d'avoir tout dit parce que j'ai invité des amis, des frères leaders sont là. Je voudrais dire dans la conclusion qu'il nous reste deux choses à faire en ce qui nous concerne. Parce que si on a épousé ce combat, ce n'est pas par plaisir, ce n'est pas qu'on n'avait rien à faire, c'est par conviction. Parce que nous sommes amoureux des valeurs. On se dit, un pays se bâtit sur des valeurs. Donc, quelle que soit la richesse des uns et des autres, nous recherchons les valeurs pour notre patrie. Parce que nos enfants nous regardent. À un moment donné, même nos étudiants nous disaient, mais ça ne sert à rien d'étudier. Si des gens ont pris les armes, ils sont devenus ministres et premiers ministres de la République. Et ça fait que si nous continuons là-dedans, la Côte d'Ivoire de demain sera une Côte d'Ivoire de paresse, de favoritisme, de légèreté, où on prend les armes, les petits microbes qui prennent les armes, ils arrivent chez toi, ils te dépouillent de tout. Une Côte d'Ivoire où on n'a plus de valeur, on n'a plus de référence. Or, il faut revenir aux références. Donc, chers amis, les deux choses que je voudrais dire dans mon mot de fin, c'est quoi? La première, c'est que nous devons garder la pression. Ce que j'ai fait ce matin, c'est la pression qui continue. Parce qu'il faut mettre la pression. Et en me disant, je voudrais que nous ayons une société éclairée. Une société dans laquelle on est capable de juger le chef. Parce que je pense que mon père Paul viendra dire un mot tout à l'heure dans les interventions parallèles. Il est bien placé pour savoir que quand quelqu'un dirige, il faut qu'il y ait en face un contre-pouvoir. En fait, en Afrique, ce qui nous manque, ce sont les contre-pouvoirs. Si bien que ceux qui sont à la tête pensent qu'ils ont tout pouvoir. Or, le pouvoir appartient à nous qui élisons le chef. Donc, le chef n'est rien sans le peuple. Mais l'Afrique ne sait pas ça encore. Généralement, c'est un peu de forme traditionnelle. Ah, c'est un parent, c'est le président, tout le monde danse. Vous voyez? S'il y a quelqu'un dans la salle, il critique le chef. Mais moi, on le critique, c'est pas Dieu. Il y en a même qui se permettent de critiquer Dieu, à plus forte raison. Le 30 septembre, nous irons à la Cour pénale internationale. Je parle sous le contrôle du vice-président Éric Caillé, comme du vice-président Stéphane Kipri. C'est notre devoir, puisque à EDS, celui que nous avons pris comme référence, il sera jugé dans un procès pour son acquittement. Nous prions Dieu que ce soit le dernier procès, que ce soit la dernière audience, pour que cette haute personnalité qui a servi notre nation puisse recouvrer la liberté, avec son jeune putatif, fils putatif, Charles Blé Goudé. Ces deux personnalités n'ont pas leur droit, n'ont pas leur place à la Cour pénale internationale. Je voudrais nourrir beaucoup d'espoir dans la libération de Mme Simone Gbagbo et du ministre Lida Kwasi et du ministre Assoadou et de tous les prisonniers politiques. Nous avons beaucoup souffert avec eux. Ils ont été en prison, c'est comme si nous tous on était en prison. S'ils sont libérés aujourd'hui, on bénit Dieu pour cela. Et puis, on dit à M. Ouattara, merci tout de même. Mais il aurait pu le faire avant. Il aurait pu épargner des vies. Mesdames et messieurs, c'est vrai que la FIDOP est ce qu'elle est. Nous sommes des critiques, parce que nous considérons que toute action sur cette terre peut être critiquable. Je voudrais, avec la permission de la table de science, que les responsables qui sont là disent un mot sur cette grande action que nous avons initiée aujourd'hui, mais qui a commencé hier avec le discours du chef de l'État, Alassane Ouattara. Je voudrais très sincèrement, au nom de la FIDOP, vous dire merci et puis
Vive la Côte d'Ivoire!